Antisémitisme, vivre ensemble, citoyenneté, des sujets essentiels pour le nouveau président du CRIF national, Yonatan Arfi, qui effectue aujourd'hui son premier déplacement officiel à Marseille. Bonjour à vous. Yonatan Arfi, bonjour. Bonjour. Vous avez été président de l'UEJF et à l'origine du programme Coexiste, de lutte contre les préjugés racistes et antisémites en milieu scolaire. Cette expérience va sans doute vous servir pour agir au quotidien sur ces sujets majeurs. Effectivement, il y a 20 ans, je lançais le programme Coexiste au sein de l'Union des étudiants juifs de France et force est de constater que 20 ans plus tard, les défis restent les mêmes. Nous avons toujours une société française fracturée, toujours un manque de connaissance de l'autre et je crois que dans ce genre de contexte, malheureusement, les juifs sont souvent les premières cibles. Notre responsabilité en tant qu'institution juive, c'est de tout faire pour que la connaissance du monde juif soit plus grande, parce que nous pensons que nous pourrons comme ça peut-être contenir un peu de l'antisémitisme. Cela est particulièrement important en temps de crise où certains citoyens ont tendance à chercher des boucs émissaires. En 2022, 436 actes antisémites ont été recensés, un chiffre sans doute sous-évalué puisqu'il s'appuie seulement sur les actes ayant fait l'objet d'une plainte. Comment inciter les juifs les plus éloignés des institutions à ne pas rester silencieux ? Vous savez, on estime que près de 80% des victimes d'actes antisémites ne portent pas plainte. C'est un cas courant malheureusement, comme c'est le cas d'ailleurs sur les violences faites aux femmes ou toute une série de fléaux, les gens ne vont pas porter plainte. Pourquoi ne vont-ils pas porter plainte ? Parce qu'ils pensent d'abord que c'est inutile, qu'il n'y aura pas de conséquences pour les auteurs, parce qu'ils ont parfois peur aussi des auteurs des agressions qu'ils connaissent. Et puis, il y a aussi tout le sujet de la haine en ligne, où nous savons que les gens considèrent parfois que c'est futile, un commentaire antisémite sur Internet. Pourtant, c'est fondamental. Nous avons la responsabilité de porter plainte parce que c'est ce qui déclenche derrière quand même une partie des politiques publiques. Il faut que les choses soient tracées pour que nous ayons des leviers sur la puissance publique pour expliquer le phénomène. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'expliquer que chacun a un rôle à jouer dans le combat contre la haine, dans le combat contre l'antisémitisme en particulier. Notre responsabilité, c'est d'expliquer aux Français qu'ils ont une responsabilité individuelle aussi face à ce phénomène. Ils peuvent, sur les réseaux sociaux, corriger, commenter, répondre à un commentaire antisémite. Ils peuvent le faire aussi dans la vie réelle. Et nous ne résoudrons pas l'antisémitisme sans les Français, nous en avons besoin d'eux. Il est toujours important de porter plainte. En janvier dernier, un nouveau plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine a été présenté. Pour que la lutte soit plus efficace, ne faudrait-il pas s'atteler plus particulièrement à l'antisémitisme ? Alors, c'est une éternelle question. Faut-il un plan de lutte spécialement dédié à l'antisémitisme ou un plan de lutte général ? La culture française, la culture politique française fait que c'est difficile d'obtenir un plan de lutte dédié à l'antisémitisme. Néanmoins, moi, ce qui m'importe, c'est que dans ce plan général de lutte contre le racisme et l'antisémitisme soit spécifiquement nommé et que ces problématiques ne soient pas éludées. Notamment, je veux que l'on parle de l'antisémitisme dans toutes ses facettes contemporaines. L'antisionisme, l'islamisme, le complotisme. Si nous voulons que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme soit efficace, il faut qu'elle soit précise, que les ressorts de chacune des haines soient mieux compris. Et ce que nous souhaitons, c'est que cela soit le cas dans ce plan de lutte. Nous serons extrêmement vigilants sur l'exécution de ce plan. Nous faisons partie du comité de pilotage et de suivi de ce plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et nous serons très vigilants sur ce point. Et la parole antisémite infuse aussi en ligne. On constate qu'il y a toujours un vide juridique en ce qui concerne la responsabilité des dirigeants des plateformes numériques. Ne faut-il pas intervenir aussi à ce niveau ? Il y a beaucoup de manières d'intervenir. Effectivement, la principale, c'est d'arriver à responsabiliser les plateformes. On peut responsabiliser les plateformes en responsabilisant personnellement les dirigeants, c'est-à-dire en les rendant au fond comptables de ce qui est publié sur leur site, de la même manière que l'on se tourne vers les dirigeants de presse en considérant qu'ils sont responsables de ce qui est publié dans leurs journaux. Il y a une autre option qui est aussi de les forcer à prendre des mesures de modération des contenus. Ce qui voudrait dire demain avoir des contraintes en nombre de modérateurs, en taux de succès, en taux d'efficacité de la modération, qui dépendrait bien entendu de la volumétrie, du chiffre d'affaires ou de la volumétrie technique. Parce que je crois que sans cette participation efficace des plateformes, nous ne parviendrons pas à contenir le phénomène de la haine en ligne. Ce serait sans doute aussi une façon de lutter contre ce fléau. Alors, dans certaines villes en France, il arrive que le dialogue entre les communautés soit rompu. Nous sommes ici à Marseille et dans les quartiers nord, le courant passe plutôt bien entre les communautés. Le rabbin Haïm Ben Daou est l'un des acteurs de ce dialogue. Alors, ne faut-il pas favoriser les rencontres comme cela se fait à Sainte-Marthe à Marseille ?
Alors effectivement, je crois que sur ce sujet-là, Marseille est peut-être la ville la plus inspirante de France. Je sais qu'il y a à Marseille un laboratoire de la fraternité. Alors il ne date pas d'hier, il est très ancien. J'évoque souvent la rencontre ici entre Albert Cohen et Marcel Pagnol en 1905 à l'âge de 10 ans, qui ensemble vont échanger sur leur culture propre. Marcel Pagnol, qui vient d'une vieille famille provençale protestante, marquée par évidemment la mémoire de la Saint-Barthélemy, et Albert Cohen, qui vient d'une famille séfarade et qui est marquée par l'histoire de l'Inquisition. Et ils vont ici à Marseille tisser des liens d'amitié qui vont les protéger toute leur vie des affres de la vie, justement. Et je crois que cet exemple-là, il témoigne du fait qu'il y a à Marseille peut-être une énergie particulière qui peut inspirer le reste du pays dans le tissage de la fraternité, des liens de fraternité. Donc espérons que ce qui se joue ici puisse demain se répandre ailleurs. Le wokisme, sous prétexte de défendre certaines minorités, ne rend-il pas poreuse la frontière avec l'antisémitisme ? Effectivement, nous souffrons aujourd'hui de l'importation d'idéologies qui sont nées sur les campus américains et qui font du juif, au fond, une minorité différente des autres. Nous serions non pas une minorité qui devrait être protégée, mais une minorité qui aurait trahi le camp des minorités pour rejoindre celui de l'establishment, celui du système qui les oppresse. Le juif devient d'une certaine manière la figure d'un blanc par procuration et d'un traître, celui qui aurait trahi le destin des minorités pour rejoindre au fond le destin des oppresseurs. Et ça, c'est une partie des discours indigénistes portés par quelqu'un comme Mouria Boutedja. C'est en partie les discours wokistes que nous retrouvons aujourd'hui dans un certain nombre de campus français également. Nous avons la responsabilité de dénoncer ces discours parce qu'ils sont profondément racialistes. Ils assignent chacun à son identité ethnico-culturelle et ils sont donc profondément anti-républicains puisque la République, c'est quand même l'universalisme, c'est l'idée que chacun peut faire son propre parcours, peut s'émanciper de son identité de départ et peut tisser des liens au-delà évidemment de sa condition première. Voilà un petit peu ce sur quoi nous avons la responsabilité d'alerter. Beaucoup de Français sont peu conscients de ces phénomènes. Ça leur paraît loin, ça leur paraît compliqué, mais néanmoins je crois que ce sont des choses qui ne menacent pas que les Juifs, mais bien l'ensemble de la société française. Votre ambition est celle d'un CRIF rassemblé, combatif et engagé dans la société. Être un interlocuteur direct et sans phare des représentants des différentes communautés religieuses du pays et des autorités républicaines, c'est cela votre ligne, Yonatan Arfi ? Oui, alors ma ligne, c'est un CRIF qui soit tourné vers la société civile. Je compte développer des projets qui incarnent un dialogue avec l'ensemble de la société. Vous pouvez prendre par exemple le secteur du sport, le secteur de l'éducation, le secteur du monde syndical, du monde associatif. Il y a besoin de créer des liens et des passerelles pour aller, partager nos problématiques, partager nos aspirations. Si nous voulons que nos idées infusent dans la société, nous avons besoin des Français, nous avons besoin de leur parler. Sur le secteur du sport, j'ai prévu de monter prochainement un voyage à Auschwitz-Birkenau pour amener avec nous une centaine d'acteurs issus des fédérations sportives, des clubs de sport, des joueurs, des entraîneurs, des éducateurs qui vont pouvoir peut-être passer un message sur la question de l'antisémitisme aux nouvelles générations parce qu'on sait que le sport est une manière de parler aux nouvelles générations beaucoup plus efficace. Et puis, je veux aussi que l'on parle du judaïsme comme un fait positif, comme un fait qui souligne l'ancrage historique et géographique des Juifs dans la société française, notre contribution à ce que la France est aujourd'hui et je l'espère notre contribution à ce qu'elle sera aussi demain. Merci beaucoup Yonatan Arfi. Merci. Le Festival international musique et cinéma, anciennement Festival international du film d'Aubagne, est le seul à faire rencontrer les professionnels de l'image et du son et pour la deuxième fois, c'est à Marseille qu'il se déroule. Parmi les raisons d'être de MCM, le soutien de la diffusion internationale de premières œuvres et la promotion de la diversité culturelle. Et Gaël Rodeville, délégué général du Festival musique et cinéma, est ici avec nous pour en parler. Bonjour à vous. Bonjour. Fiction, documentaire, animation, les longs et courts-métrages en compétition vont cette année encore toucher les spectateurs avec des histoires universelles et faire réfléchir à la condition des femmes dans certains pays en particulier. Tout à fait. Écoutez, vous avez tout à fait raison. Le festival va offrir la possibilité aux spectateurs de découvrir en tout 77 courts et longs métrages confondus
sont des films internationaux, donc 80% seront représentés à la fois par leurs compositeurs et leurs réalisateurs. Comme vous l'avez bien spécifié tout à l'heure, notre objectif est de mettre en lumière la relation entre un réalisateur et la musique originale, et donc son associé, le compositeur. Et parmi les œuvres qui vont être proposées, on a évidemment, dans l'ensemble, sont tous des œuvres en première, et notamment sur les longs métrages, il y a des merveilles et des pépites aussi bien d'ailleurs que sur le court métrage, avec encore une fois une représentation très importante des équipes de films, et notamment ça me fait penser à Disco Boy et La Nuit du Verre d'eau, qui sera une avant-première région, puisque La Nuit du Verre d'eau a été financée par la région Sud, et on aura à l'occasion de cette soirée le 28 mars la présence notamment de Nathalie Baye et Pierre Rochefort. Autant d'histoires universelles qui toucheront les spectateurs. Le programme hors compétition est très riche. Les festivaliers seront servis par la présence de grands noms du cinéma. Parmi les invités d'honneur, Nicole Garcia et le compositeur islandais David Thor Johnson. Cédric Klapisch sera présent quant à lui pour une masterclass. Tout à fait, effectivement, parallèlement à l'ensemble de notre programmation et donc des compétitions, on fait le choix chaque année de privilégier la rencontre, qui est l'ADN du festival, la rencontre et le partage, et donc plusieurs invités d'honneur. Et effectivement, David Thor Johnson, compositeur notamment de Woman at War, qui avait eu ce fameux film qui avait eu plus de 25 prix et qui avait déclenché une Ola et une innovation à Cannes. Et David Thor Johnson viendra rencontrer le public à l'issue de la projection de Woman at War, mais également lors d'une conversation privée avec le public au conservatoire Pierre Barbizet, établissement de l'INSEM sur Marseille. Et puis un autre grand invité, Daniel Pemberton, qui est un compositeur de musique de film, et notamment connu pour ses musiques de film sur les œuvres de Ridley Scott, et notamment les derniers Spider-Man en film d'animation, et qui est un très grand compositeur. Il est aujourd'hui extrêmement d'ailleurs jeune et extrêmement prisé par la jeunesse. Et parallèlement à ça, effectivement, Cédric Klapisch, que tout le monde connaît, un grand réalisateur français populaire, qui viendra avec son compositeur Loïc Dury pour présenter Ce qui nous lie. Et enfin, le duo également Amine Bouafa, compositeur notamment de la réalisatrice Kauter Benania, qui avait fait notamment La Belle et la Meute, qui vient présenter ce film L'homme qui a vendu sa peau, un film qui n'avait pas pu sortir en salle à cause du Covid, mais qui était pourtant, et qui est toujours d'ailleurs, le seul film tunisien, qui est un premier film tunisien qui était nominé aux Oscars, et on aura la chance de les accueillir tous les deux pour présenter ce film. Que de moments intéressants. Alors, les intérêts de cet événement est d'être tourné vers les nouvelles générations. Il offre une formation pour les artistes, mais propose aussi un programme d'éducation à l'image. Tout à fait. Le festival est encore une fois l'ADN, c'est le partage et la transmission et le lieu de rencontre. Et ce lieu de rencontre, il doit être pour tous les publics, absolument tous, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Et donc notamment avec un travail très spécifique sur les scolaires, sur le public jeune. Alors scolaire dans le cadre de l'école, mais aussi de jeunes publics avec les parents. Donc un nombre important de projections et de ciné-concerts qui sont proposés pour les enfants à partir de 3-4 ans jusqu'à très tard, jusqu'à 18 ans et au-delà. Et là, il y a un certain nombre de propositions, des programmes de court-métrage, des longs-métrages, des ciné-concerts, notamment un ciné-concert qui a été créé de toutes pièces pour le public marseillais, avec la grande complicité du conservatoire Pierre Barbizet à Marseille. J'espère que de nombreux jeunes seront au rendez-vous, et le jeune public n'est d'ailleurs pas oublié avec les films d'animation. Il pourra découvrir Les secrets de mon père, sans doute une manière plus douce de porter à sa connaissance les heures sombres de notre histoire. Absolument. L'idée, évidemment, c'est que le cinéma est avant tout un outil de transmission, une façon ludique et une façon agréable de découvrir la question, les problématiques de l'histoire, les thèmes très forts. Et vous avez tout à fait très juste de le signaler, puisque l'ensemble de nos programmes sont montés avec des thématiques qui nous tiennent à cœur, qui sont des thématiques sur la question du genre, de la tolérance, de l'histoire, du devoir de mémoire, comme Les secrets de mon père, par exemple, ou l'immigration encore. Donc, effectivement, des films fabuleux qui permettent à la fois et de façon très ludique de découvrir des œuvres, des artistes, mais aussi de se replonger dans l'histoire. Et les familles auront aussi la possibilité de choisir un peu plus d'optimisme avec les cours qui rendent heureux au programme du festival pour la 16e année.
Et oui, les cours qui rendent heureux, ce programme phare du festival qui a été monté il y a effectivement maintenant 15 ans et qui permet au public de passer 1h30 de bonheur et de découvrir le court-métrage et ce qu'est aujourd'hui le court-métrage contemporain. Et c'est des petites pépites comme ça qui donnent simplement envie de continuer à découvrir les œuvres. Ces moments-là sont importants. Le programme Ils repasseront par là présente de longs métrages dont la musique originale est signée par des compositeurs ayant bénéficié par le passé de dispositifs d'aide à la création. Le festival a-t-il un côté vertueux ? Oui, le festival, en fait, il a effectivement un volet très important sur la question des dispositifs de professionnalisation, c'est-à-dire qu'il a mis en place, il a vraiment mis en place des dispositifs qui sont uniques, non pas, je dis souvent, parce qu'on est les meilleurs, loin de là, mais parce qu'on est un des seuls festivals à s'interroger sur cette question de la relation de la musique à l'image et donc d'accompagner les carrières de compositeurs de musique de film. Et parmi les dispositifs qu'on a mis en place, on a une masterclass qui est en fait des résidences de composition musicale pour l'image, qui donne la création de ciné-concerts qui sera d'ailleurs présenté à la clôture du festival. Et on a également ce marché européen de la composition musicale pour l'image qui met en relation en fait des projets de courts et de longs métrages qui sont financés, qui sont à la recherche de leurs compositeurs. Et ce marché a permis à des duos de se créer, tels par exemple les derniers exemples et Lucadon, dont on a entendu parler avec Close récemment, qui était encore nominé aux Oscars, qui a rencontré l'occasion de ce marché sur Marseille, Valentin Hadjadj, et donc ils ont créé Girl, ils ont créé ensemble Close, et puis de la même façon Alexis Michalik qui a rencontré son compositeur Romain Trouillet, qui après ont fait Edmond et Une histoire d'amour, qui sera d'ailleurs présentée à l'occasion du festival. Donc les Ils ou Elles repasseront par là, ce sont ces compositeurs et compositrices qui ont bénéficié au sein de notre festival du marché européen de la composition musicale ou d'une résidence de composition musicale pour l'image, et qui grâce en fait à ces dispositifs-là ont développé une carrière, ont rencontré des producteurs, ont rencontré des réalisateurs et aujourd'hui ont pu développer une carrière de compositeur de musique de film. Eh bien, ça donne envie de venir. Alors, le festival sera aussi l'occasion de découvrir en avant-première 12 épisodes de la 4e saison de la série humoristique et culturelle Amusez-vous, amusez-moi, un concept original qui donne vie à de célèbres tableaux avec des comédiens relookés. Tout à fait. C'est effectivement une carte blanche à Arte. Arte est notre partenaire média. Et donc, nous avons la chance de pouvoir faire découvrir au public les 12 premiers épisodes de cette nouvelle saison, la saison 4, qui effectivement remet sur un ton humoristique en scène des tableaux extrêmement connus. Et donc, la séance sera accompagnée d'une débat, plutôt d'une masterclass qui permettra de dévoiler les coulisses d'une création comme cette série. Et donc, ce sera fort agréable de à la fois découvrir en avant-première les différents épisodes, mais également d'accéder à les secrets de la création et de la post-production de cette série. Et les 3 premières saisons sont diffusées sur le site d'Arte. Alors le festival se veut engagé et l'éco-production est l'un des défis importants de la filière audiovisuelle. Alors sera-t-elle en mesure d'être au rendez-vous des enjeux ? Tout à fait, absolument. Dans le cadre du festival, il y aura un certain nombre de conférences sur la question de comment tourner au vert, comment on peut faire du cinéma et respecter et trouver une solution par rapport à l'écologie. Et au sein du festival sera organisée le mercredi 29 mars à 9h une réflexion sur comment tourner au vert sans que cela empêche les producteurs de poursuivre leur engagement et de poursuivre leur travail, parce que la problématique de l'écologie peut effectivement être un frein parfois pour des questions de coût. Et donc, quelles sont les solutions aujourd'hui qui sont mises en place pour pouvoir faire en sorte que même dans le cinéma, on puisse faire notre part et être aussi écologique. C'est impératif en effet de nos jours. Eh bien, un grand merci Gaëlle Rotteville pour ce coup de projecteur sur le festival MCM qui rassemble chaque année environ 25 000 spectateurs. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival musique-cinéma.com. Je vous remercie bien, merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
Jusqu'au 23 mars, la Convention nationale du consistoire, organisée en Israël, est une belle opportunité pour la délégation du consistoire central de rencontrer différentes personnalités. Et aujourd'hui, parmi les visites du 3e jour, une rencontre a été organisée entre les moines bénédictins français et le maire d'Abou Ghosh. Nous accueillons le frère Louis-Marie pour évoquer la rencontre. Bonjour à vous. Frère Louis-Marie, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous évoquer l'histoire de cette ville d'Abou Ghosh, symbole de la coexistence pacifique entre les communautés? Alors écoutez, je vais surtout l'évoquer sur son histoire récente, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Néanmoins, les premières traces de présence humaine remontent à l'époque du néolithique, mais voilà, c'est un petit peu trop loin pour faire l'histoire concrète. Ce village d'Abou Ghosh est un village arabe musulman qui se trouve dans les limites de l'État d'Israël. Et c'est un village qui effectivement n'a pas subi, je dirais, la destruction ou bien la fuite des habitants au moment de la guerre d'indépendance de 48. Et ça a été dû en partie déjà à son ouverture vers le monde juif, et puis aussi à la présence de 2 monastères. Et donc il y a eu comme une espèce de synergie qui s'est créée entre les différentes populations et qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec effectivement ce village qui est le sol du côté ouest de Jérusalem, village arabe musulman, et donc comme je vous disais, avec la présence de ces deux communautés chrétiennes, c'est un lieu qui est un lieu de finalement de fraternité et de rencontre. Et on a énormément, alors on va dire de juifs israéliens, puisque tous les Israéliens ne sont pas juifs, de juifs israéliens qui viennent ici notamment le Shabbat pour profiter des restaurants du village. Donc on a vraiment une ambiance depuis toujours qui est une ambiance de rencontre, d'acceptation de l'autre, et on peut dire de cohabitation. Alors c'est la première fois qu'une délégation aussi importante du consistoire se rend à Abou Ghosh. Cette rencontre a été riche en émotions? Je crois qu'on peut dire que c'est une ambiance, une rencontre riche en émotions, avec une ambiance très très forte. Pour des raisons techniques, malheureusement, la rencontre n'a pas pu se faire dans le monastère lui-même, mais je trouve que c'était bien aussi parce qu'on a été accueillis justement par le maire du village dans le gymnase du village, et donc ce qui donnait aussi une dimension qui n'était pas simplement une rencontre entre juifs et chrétiens et de la communauté des frères d'Abou Ghosh, qui est importante, mais nous sommes aussi dans ce contexte du village d'Abou Ghosh. Et je pense que ça a été effectivement un moment très fort avec les différentes prises de parole qui ont pu être faites pour montrer qu'effectivement il y a cette fraternité possible. Et que contrairement à des images qui pourraient être montrées dans la presse ou d'un certain nombre de slogans, on ne peut pas parler d'apartheid dans l'État d'Israël. Et que ici, ce village d'Abou Ghosh en est un exemple même. Je pense que c'est extrêmement important. J'avoue que personnellement, dans mon intervention, j'ai insisté sur cet aspect parce que aujourd'hui, vu la façon dont l'actualité peut parfois être traitée, il est bon de rappeler certaines réalités. En même temps, je l'ai dit aussi, il y a parfois des comportements individuels qui ne sont pas forcément toujours très très accueillants. Il y a eu quelques incidents récemment, mais je pense qu'il faut voir les choses en face et qu'il faut surtout éviter les généralisations et mettre les choses à leur juste proportion, et bien voir qu'il y a la réalité d'une situation qui est autre et qui est plutôt justement effectivement cette réalité, je dirais, de liberté et de respect. L'implantation du monastère d'Abou Ghosh est liée à l'Emmaüs biblique. Cette foi, cheville au corps, est une force pour faire perdurer ce dialogue? Alors écoutez, je pense qu'effectivement, le problème de la foi de temps en temps, c'est qu'à la fois ça peut être une force, et en même temps, pour certains, ça peut être un côté de fermeture. Parce qu'effectivement, ils s'imaginent qu'avec leur foi, ils parlent au nom de Dieu. Or, c'est pas tout à fait le cas. Je pense que c'est effectivement une force. Alors, pour nous chrétiens notamment, là, comme je parle vraiment pour nous, c'est dans la mesure où, par rapport au judaïsme, notre foi chrétienne est inconcevable sans les racines que représente le judaïsme. Quand un chrétien dit que Jésus est le Christ et le Messie, c'est pour lui en tant que Messie d'Israël. Alors bien sûr, toute une partie d'Israël ne l'a pas reconnu, et c'est aussi ça qui est très important, c'est que à la fois nous avons cet enracinement qui nous rappelle d'où nous venons, et nous ne pouvons pas nous couper de cette racine, et en même temps nous avons à vivre justement cette fraternité aujourd'hui avec le peuple juif qui reste fidèle à la foi de ses pères, et qui revient
depuis 1948, vivre sur la terre de la promesse. Et donc c'est tout cela que nous avons à vivre. Donc il y a une vraie dimension de foi avec toutes les questions que cela peut poser, tous les problèmes théologiques que ça peut poser pour un chrétien, mais on se situe à ce niveau-là. Mais on ne doit pas rester seulement à ce niveau-là, et on doit aussi être au niveau du quotidien, humain, de la rencontre de l'autre, du contact avec l'autre, de l'accueil de l'autre, de la connaissance de l'autre. Nous ne nous connaissons pas assez les uns les autres. Nous sommes dans une ignorance, nous sommes dans des slogans, nous sommes dans des a priori. Et je pense que notamment, c'est ça aussi qui a été très important dans cette rencontre avec le consistoire aujourd'hui, de montrer comment il était nécessaire d'avancer dans cette rencontre réciproque. Vous savez, on parle souvent de dialogue, mais avant le dialogue, il y a 3 étapes. Et la première, c'est celle de se rencontrer. La deuxième, à partir de cette rencontre, c'est de commencer à se connaître. Puis, une fois qu'on a une certaine connaissance les uns des autres, il y a un climat de confiance qui est créé, de confiance et de respect. Et à ce moment-là, vous pouvez entrer dans un vrai dialogue, qui soit le dialogue sur des questions plus essentielles, qu'elles soient aussi bien des questions éthiques, théologiques ou autres. Mais il ne faut pas faire l'économie des 3 premières étapes. Eh bien, merci beaucoup, frère Louis-Marie, pour ces paroles de paix. Merci beaucoup, merci à vous. Et écoutez, je souhaite effectivement que tous et chacun, là où nous sommes, nous puissions être facteurs de paix et constructeurs de fraternité. Merci, au revoir. Merci, au revoir.